Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre édition du Journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'augmentation inquiétante des cas de choléra dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les camps de déplacés de guerre, alors que les combats continuent de faire rage. Les détails à suivre dès le début de ce journal. Nous irons en Afrique du Sud à la rencontre d'une survivante de viol qui tente, avec l'aide d'une ONG, de changer la définition du consentement, un enjeu capital, témoignage à suivre. Et nous irons à Accra pour vous faire découvrir une émission spéciale. Ghana, une autre mode est possible, une plongée dans les coulisses de l'industrie de la mode avec des jeunes talents, mais aussi des créateurs stars. On ouvre ce journal par la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que les combats font rage, la population doit faire face à une nouvelle menace, le choléra. Le nombre de cas a augmenté de façon inquiétante au cours des 10 derniers jours dans les camps de déplacés, d'après Médecins sans frontières. Le récit de Laurent Bersécher. Alors que les combats continuent de faire rage dans l'Est de la RDC, les habitants font face à une nouvelle menace. Une flambée de choléra dans les camps de déplacés. Christine s'y était réfugiée pour fuir l'avancée du M23 lorsque son fils est tombé gravement malade. Nous sommes arrivés il y a 3 jours. Il a commencé à vomir, donc je l'ai amené ici. Il était très fatigué. Ils ont commencé à le soigner et je vois qu'il regagne lentement ses forces. Depuis la reprise des combats il y a 1 an, des dizaines de milliers de déplacés affluent dans les camps aux abords de Goma. La plupart vivent entassés dans des huttes mal isolées, sans toilettes ni eau potable, des conditions propices à la propagation d'épidémies et notamment du choléra, qui aurait déjà infecté plus de 250 personnes en 10 jours selon MSF. Face au manque de réaction des autorités, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Ils ont tant de problèmes, ils ont des problèmes de maladies telles que les paludismes, de fièvre du foie. Il y a ceux qui ont des problèmes peut-être des diarrhées, choléra. Alors que les patients continuent d'affluer, Médecins sans frontières a dû ouvrir un centre de traitement d'urgence fin novembre. Mais l'organisation annonce déjà qu'elle manquera de moyens si l'épidémie continue de se propager. Et on reste en RDC où les combats entre le M23 et l'armée congolaise cette année a fait fuir plus de 100 000 civils vers l'Ouganda. Des centaines de familles arrivent chaque semaine dans le pays qui compte déjà 1 500 000 réfugiés. Les camps ougandais sont saturés, le gouvernement et l'ONU sont dépassés. La seule solution, envoyer des nouveaux arrivants à 300 km de la frontière dans une grande zone d'accueil. Reportage de notre correspondant Clément Diroma. Nyakabandé, une petite ville d'Ouganda, à 20 km de la frontière avec la RD Congo. Chaque jour, des centaines de réfugiés arrivent dans ce camp de transit géré par le gouvernement et l'ONU. Ils fuient les combats entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23. Je veux rester ici pour retrouver mon énergie. Je suis traumatisée et je fais de l'hypertension à cause des bombes qui passaient au-dessus de nos têtes lorsqu'on tentait de s'échapper. Dieu nous a protégés. Depuis mars 2022, les violences se multiplient dans la région du Rutshuru. L'Ouganda est souvent le seul sanctuaire pour se déplacer. Nous n'arrivons pas à loger tout le monde en ce moment, donc nous essayons d'utiliser des abris temporaires. Les réfugiés ici pensaient d'abord qu'en retournant en RDC, la situation se calmerait. Mais à leur retour là-bas, les combats ont lourdement repris. Dans la ville frontalière de Bunagana, de petits groupes arrivent en Ouganda, d'autres rentrent au Congo sur le territoire contrôlé par le M23. En dépit des combats, certains persévèrent et veulent retourner dans leur village comme cette famille. Elle a fui en avril, puis de nouveau en novembre et veut désormais rentrer chez elle. Comment je peux rester ici sans rien? Où est-ce que je vais dormir? Je n'ai pas d'argent pour louer une maison. Je n'ai plus d'énergie pour travailler dans les champs. Je suis vieille, j'ai 73 ans. Comment est-ce que je vais survivre ici? Ceux qui choisissent de rester pouvaient s'installer jusqu'à cette année dans un grand camp à Nyakabandé qui hébergeait jusqu'à 30 000 personnes. Mais le gouvernement l'a fermé fin octobre, faute de financement.
L'évacuation a été faite durement. Imaginez pendant cette saison des pluies, avec une mère enceinte, une autre qui ne peut pas marcher. Les Congolais veulent venir ici comme avant. C'est leur refuge. Mais maintenant, ils ont peur de fuir ici parce qu'ils savent que nous les attendons avec des bus pour les emporter vers des colonies sans considérer leurs autres demandes. Le matin même, les bus sont bien là. Pour décongestionner le camp, 1000 réfugiés sont envoyés à 300 km de leur pays d'origine. Ils arrivent à Naki Valley, la plus ancienne colonie pour réfugiés du continent, créée en 1958. Cette année, 24 000 Congolais ont choisi d'être relogés ici. Je n'ai pas de travail ici. Je ne survis que grâce aux haricots, au maïs et à l'huile donnée par l'ONU. Un tiers des réfugiés du pays sont maintenant congolais. Ils sont plus de 100 000 à avoir traversé la frontière vers l'Ouganda cette année. L'ONU prévoit l'arrivée de 50 000 personnes supplémentaires d'ici 2023. On passe à l'Afrique du Sud. Là-bas, une femme sur 3 sera violée au moins une fois au cours de sa vie. Pour les activistes, la législation a besoin d'être amendée pour protéger les victimes. Avec l'aide d'une ONG, une victime de viol a fait un recours auprès de la Cour constitutionnelle le 18 novembre dernier pour changer la définition du consentement. C'est la première fois qu'elle accepte de parler aux médias. Écoutez son histoire au micro de Caroline Dumais et Stéphane Kerstel. C'était il y a 4 ans, mais sa voix en tremble encore. J'ai été invitée à une fête, mais quand je suis arrivée, il n'y avait que ce gars là-bas. J'ai dit non, j'ai dit stop. But I also did freeze. I did try and push the person off of me. But when you are pinned to a couch, legs above your head and pressed against the top of the couch, it's what am I going to do? Elle a perdu son procès car elle n'a pas pu prouver qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles. Et pour qu'un accusé soit condamné, il faut aussi prouver qu'il avait l'intention criminelle de violer. Le cas de cette jeune fille fait école à la Cour constitutionnelle, car certaines ONG se basent sur son histoire pour changer la loi. L'initiative est partie de cette avocate qui assure que les textes sud-africains sont en retard par rapport au reste du monde. Son recours prendra au moins 3 ans. With the law as it currently stands, the more perverse an accused person's views are on, for example, consent and rape, the higher the chance of them getting acquitted, because there is a lesser chance of the state. Aucune chance de prouver que dans sa tête, il pensait qu'il était en train de violer quelqu'un. Alors ce qu'on suggère, plutôt, c'est que l'accusé porte la responsabilité et qu'il soit assuré d'avoir eu le consentement de la victime. Si le nombre de viols augmente tous les ans en Afrique du Sud, le nombre de condamnations baisse, car la défense échoue souvent sur la notion de consentement. La plupart du temps, il ne s'agit pas de cas où on vous pointe un revolver sur la tempe ou un couteau sous la gorge. Il s'agit de situations presque banales où il n'y a jamais eu de consentement, mais qui arrivent au quotidien. Une victoire à la Cour constitutionnelle ne changera rien à son cas personnel, mais elle lui permettra de se sentir moins prisonnière de l'injustice qu'elle a subie. Un mois après la COP27, l'Afrique se réunit sur l'île Maurice pour tenter de discuter et de trouver une stratégie africaine de développement adaptée au changement climatique. 200 délégués réunis sur l'île pendant 3 jours pour plancher sur des solutions. On retrouve le correspondant à France 24 à Maurice, Abdullah Erali. L'urgence ne s'est jamais fait à ce point sentir, selon les participants à la première journée des débats ici, à la station balnéaire de Balaklava, au nord de Maurice. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique estime que la pandémie de Covid-19 a plongé environ 55 millions de personnes dans l'extrême pauvreté et que la guerre en Ukraine a aggravé les incertitudes économiques. À cela s'ajoute le défi climatique pour lequel il faudra mobiliser toutes les ressources. Cela veut dire que l'Afrique doit pouvoir non seulement s'adapter rapidement au changement climatique, donc investir beaucoup. L'Afrique a besoin de plus de 50 milliards de dollars chaque année entre maintenant et 2030 pour pouvoir s'adapter correctement. Les financements sont disponibles, ont souligné les intervenants, à travers notamment le Fonds vert pour le climat, ainsi que le FMI, la Banque mondiale, mais aussi la Banque africaine de développement elle-même. Mais tout cela représente un nouvel endettement pour l'Afrique, a insisté cet économiste du PNUD. Actuellement, 60% des mesures en lien avec l'impact des changements climatiques sont financées sur la base d'endettement. Mais ça pose un problème.
Parce que si les pays s'endettent pour financer ces mesures, à un moment donné, il faut rembourser. Pour d'autres intervenants, le poids de cette dette devrait être partagé par les États les plus pollueurs. Ils ont aussi insisté que l'Afrique pollue moins et que le changement climatique est une affaire mondiale. Donc quand le continent ira mieux, le monde devrait mieux se porter selon eux. Entre haute couture et enjeux climatiques, France 24 vous propose une émission sur le Ghana. Une autre mode est possible. Sonia Patricelli vous emmène à Accra, dans les coulisses de l'industrie de la mode, de la création des pièces en atelier à la Fashion Week. Vous découvrirez un vivier de jeunes talents, mais aussi des créateurs stars. Regardons un extrait. Being part of sustainable fashion, la mode durable, c'est se servir de chutes de tissus provenant d'usines de vêtements défectueux. Nous les réutilisons pour ne pas détruire l'environnement. Nous voulons protéger l'environnement. Nous ne voulons pas détruire notre écosystème. Et je suis fière d'incarner une marque de mode durable. J'essaie juste de suivre cette nouvelle direction pour la mode africaine. Il faut que nos créations aient une plus longue durée de vie. J'ai décidé d'utiliser la plupart de mes anciens looks pour créer toute cette nouvelle collection. J'espère que nous pourrons développer davantage ce réseau que nous avons créé au cours des 10 dernières années. Nous avons travaillé avec de nombreuses marques qui vendent maintenant à l'étranger et sont solidaires les unes des autres, se soutiennent. Mais nous voulons pousser plus de designers à nous rejoindre. On passe à la culture et à une institution sur le continent avec les rencontres de Bamako. La Biennale de photographie fondée en 1994, c'est l'un des rendez-vous incontournables de la culture africaine. Menacée par la crise sanitaire et la crise politique, elle résiste. Environ 75 artistes du monde africain présenteront leurs œuvres. Et pour en parler, on retrouve le directeur artistique de cette édition, le Camerounais Bonaventure Sobedjeng Nikung. Merci d'être avec nous. Dites-nous, cette 13e édition n'a pas été facile à monter entre le Covid et la situation politique. Comment avez-vous fait pour maintenir ces rencontres de Bamako ? Bonsoir à vous. Oui, c'était pas facile, mais on est là. Comme vous avez dit, c'est la résistance, c'est la résilience. Et en fait, on est là. Le même fait qu'on est ici pour faire cette biennale, c'est un grand succès. Ayant sorti de cette crise sanitaire et cet embargo, nous sommes là et nous sommes en train de montrer que l'Afrique s'élève, que le Mali s'élève. Et l'art et la culture peuvent servir à montrer cela. Et alors, cette édition est déclinée en 5 chapitres en hommage au poème d'Aimé Césaire, Défaire et refaire le soleil. Dites-nous, pourquoi cette inspiration ? Oui, l'inspiration, ce n'est pas seulement Aimé Césaire. Hein. En fait, le point de départ, c'est Amadou Ambateba qui a écrit le thème de cette biennale qui s'appelle Makamaya Kachayere Kono, qui veut dire les personnes de ma personne sont multiples dans ma personne. En fait, ça parle de la multiplicité, la diversité, la différence et le devenir des êtres humains. Et on voulait mettre ça en face de nous. Et Aimé Césaire fait la même chose. dont les 5 chapitres sont basés sur ce poème. On voulait parler des choses différentes. Disons, la spiritualité, on voulait parler de l'identité, des différentes identités africaines ou dans le monde africain. On voulait parler de la terre, des espaces et la poétique et la politique du quotidien. Et on voulait partir au-delà de parler seulement des histoires de choléra ou des viols, mais aussi célébrer ce qui se passe dans le monde africain.
C'est 75 artistes, j'ai dit, qui ont été choisis. Dites-nous comment, tout simplement, ils ont été choisis. Comment vous avez établi cette liste? Parce qu'il y a des artistes confirmés, il y a aussi beaucoup de nouveaux artistes. Donc, comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Les artistes pour faire des rétrospectives, la Campus Ponce ou la cubaine, ou Joy Gregory, la Jamaïcaine, et Joe Ratcliffe, la sud-africaine. Mais aussi, il y avait un call, il y avait un appel, et il y a 350 ou 400 artistes qui ont postulé, qui ont envoyé les propositions pour être dans cette binale. Et on a choisi une cinquantaine. Et donc, on a invité aussi des artistes qui travaillent sur ce thème de multiplicité. La multiplicité des philosophies, la multiplicité des êtres, la multiplicité des histoires. De ne pas tomber dans la singularité, dans l'universalisme, mais essayer de penser pluriversel. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, de chercher les artistes qui travaillent dans ce contexte déjà. Et on voulait partir au-delà de la photographie simple, mais de penser à inviter des artistes qui font aussi des installations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La connexion, malheureusement, n'est pas optimale depuis Bamako, mais on vous a bien entendu. Merci beaucoup. Bonne aventure. So Bedieng Likung, c'est le directeur artistique des Biennales de Bamako. Merci d'être venu sur ce plateau et c'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Bamako au Cap, en passant par Accra. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.